Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. L'inclusion financière, bientôt une réalité dans l'espace UEMOA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prépare un plan d'action pour réussir ce passage. Rentrée universitaire sur fond de réformes et de défis. Le top a été donné ce vendredi à l'amphithéâtre Idriss Déby d'Abomey-Calavi. Et puis le projet AgriFam milite pour une meilleure reconnaissance de l'INAM, une spéculation très prisée au Bénin. Les responsables du projet viennent de réunir les décideurs béninois autour de cette cause. Merci et bienvenue à cette édition que nous démarrons par une activité économique. Et bien dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie régionale d'inclusion financière dans l'espace UEMOA, la BCEAO a organisé ce vendredi un atelier de dissémination. Cette rencontre qui se tient à Cotonou vise à mettre les acteurs techniques du secteur des finances au même niveau d'information. Voyons le reportage d'Edmond Humbo et de Marie-Louise Perrin. L'analyse de la situation de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA fait apparaître un accès relativement limité des populations aux services financiers de base. Selon des données disponibles à la BCEAO, moins de 20% des ménages ont accès aux services financiers classiques. Des systèmes de financement décentralisés qui pensent, à tort ou à raison, que les structures de téléphonie mobile sont en train de leur prendre le terrain parce que la monnaie électronique aujourd'hui fait peur aux systèmes de financement décentralisés qui sont en train de craindre de perdre du terrain réellement. Il y a de la place pour qu'il y ait un travail synergie, pour que les SFT et les structures de téléphonie mobile travaillent ensemble pour promouvoir l'inclusion financière, plutôt que de se regarder comme des gens qui sont en compétition, etc. Mais je crois là aussi que la Banque centrale a un rôle important à jouer. Mais en tant que Banque centrale de 8 États, la BCEAO a également pour souci d'assurer la stabilité du système. C'est un peu pourquoi on nous taxe, nous, dans nos zones, de freiner un peu par rapport aux choses. Lorsque les services financiers innovants ont démarré dans certains États, il y a eu beaucoup de gens qui ont été abusés. Il y a eu des soldes de monnaie électronique qui ont disparu dans la nature. Il y a eu des recours qui n'ont pas de répondant, il n'y a même pas de numéro pour appeler, c'est l'émetteur, c'est la jungle totale. C'est pour ça que la Banque centrale s'est donnée pour ambition, avec les acteurs, en observant le marché, de proposer des réglementations qui favorisent l'activité. Au regard de ce qui précède, que faut-il retenir du nouveau plan d'action de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'espace UEMOA? Les établissements de crédit sont tenus de publier au moins 2 fois par an, donc par semestre, les conditions de banque dans un journal d'annonce officielle, donc d'annonce légale. Au-delà de ça, les banques sont tenues d'adresser à la clientèle au moins 1 fois par an l'ensemble des commissions prélevées sur les comptes de la clientèle. Donc c'est dire que la problématique de la rationalisation des conditions de banque est prise en compte par la Banque centrale et nous y travaillons au quotidien. Tout à fait. Et en ceci, les banques sont perçues comme le luxe, ce qui ne devrait pas être le cas parce que les informations ne sont pas livrées aux consommateurs. Et ils vont vers des offres qu'ils ne comprennent vraiment pas et on ne leur donne pas toutes les informations relatives aux services proposés. Donc nous pensons qu'il faut démystifier tout ça pour qu'il y ait de la transparence dans le secteur financier. Il y a de l'espoir dans le secteur et la BCEAO fait l'effort d'écouter de mieux en mieux les consommateurs qui sont les clients potentiels de ces institutions de microfinance et les banques primaires. Cette stratégie commune sert de cadre de cohérence pour une déclinaison nationale des finances inclusives. Dans le secteur des finances, pour préciser cette cérémonie officielle de remise du certificat de qualification comptable, il s'agit d'une initiative du ministère de l'économie et des finances en collaboration avec le Sénafoc. Cette formation participe au renforcement de capacité des acteurs de la chaîne des finances publiques. Le reportage est signé d'Estonia Bigot, Marie-Louise Perrin. Mieux outiller les agents comptables afin de prévenir les cas de mauvaise gestion, c'est tout le sens qu'il convient de donner à l'organisation de cette formation
par le ministère de l'Économie et des Finances. Ils sont au total 101 personnes à avoir suivi religieusement les enseignements que nous avons dispensés au titre du certificat de qualification comptable. Il s'agit en réalité d'une formation, d'un recyclage pour leur permettre d'être beaucoup plus outillés à faire face aux tâches quotidiennes qui sont les leurs. La particularité de cette formation est qu'elle a été plus pratique que théorique, car le Sénafoc a mobilisé les meilleurs experts du ministère de l'Économie et des Finances. 5 mois de formation ont permis à ces 101 agents de se sentir aptes à affronter les réalités du terrain. Cette ambiance parfois de stress et surtout de convivialité, de réflexion sur des cas pratiques, nous a éveillés non seulement sur les pratiques et procédures comptables, mais aussi a fait de nous désormais une communauté de pratiques au sein de laquelle des analyses pour des recherches de pistes de solutions face à des situations en entreprise se font tous les jours en réseau. Ces agents des finances publiques souhaitent bénéficier régulièrement des séances de remise à niveau en gestion comptable. L'INAM, une spéculation qui, vous le savez, contribue à environ 6% du produit intérieur brut, alors reste encore peu connu des nationaux et même des décideurs nationaux et locaux. Alors dans la dynamique de corriger cet état de choses, AgriFam, un projet qui œuvre pour la promotion et l'innovation en agriculture, a organisé hier un dîner-débat dans un hôtel de la place, Cité, en présence des ministres du gouvernement, des chercheurs et autres acteurs de la filière. Reportage signé Dieudonné Abimbola. L'IAM, troisième produit le plus consommé au Bénin après le riz et le maïs, ne bénéficie pas encore de l'appui et de l'attention des pouvoirs publics et financiers. Ce dîner-débat est un plaidoyer à l'endroit des décideurs nationaux et locaux en faveur de cette filière. Le plaidoyer dont il s'agit ici vise à enrôler les décideurs politiques nationaux à la prise de décisions favorables pour lever les contraintes liées à la promotion du ligname. Ces contraintes ont trait à la baisse de la fertilité des sols, aux tracasseries routières, à l'accès au financement, à l'accès au marché, à la faible capacité de réponse de la recherche aux besoins des acteurs directs, des filières, etc. L'INAM, je pense que tout à l'heure, on va vous démontrer ce qui est dans l'INAM. Aujourd'hui, nous les producteurs, qu'est-ce que nous voulons? Consommons ce que nous produisons. Déjà, grâce à la volonté de certaines femmes, un marché international est construit à Abomey-Calavi pour faciliter les transactions de ce produit. En 2012, que nous avons commencé à souscrire à la construction de ce marché, les bâtiments sont là, le magasin est prêt, mais il manque un petit accompagnement, surtout pour des raisons de sécurité, il faut de l'électricité. On a donc besoin d'au moins les lampadaires solaires. On a besoin d'eau. Peut-être un forage pourrait nous aider. Et notre souhait, puisque tout est fait prêt, c'est que la volonté gouvernementale puisse nous accompagner. À toutes ces recommandations, le gouvernement entend jouer sa partition pour faire retrouver à cette chaîne de valeur sa place dans l'économie nationale. L'INAM, aujourd'hui, est très important dans l'alimentation. Même lorsqu'on se voit à Cotonou aujourd'hui, c'est vraiment dans tous les coins de rue, nous avons l'INAM pilé. Et c'est pour cela encore que le gouvernement accompagne et accompagnera davantage cette initiative. Bien entendu, il sera renforcé par les conclusions que vous voudriez bien porter à sa connaissance. Membres du gouvernement, chercheurs et autres participants à cette soirée ont joint l'utile à l'agréable, signe de leur engagement à préserver cette spéculation très aimée mais méconnue. Alors, face à ce qu'elle a qualifié de lynchage médiatique dont elle serait l'objet, ces derniers jours, la douane béninoise vient de réagir. C'est pas la voix de son directeur général, Pierre Clavet-Tossou. Monique Toron, Alain de Siovo ont recueilli sa réaction. On l'écoute.
Ces derniers jours, la douane aurait fait l'objet d'un lynchage médiatique, une situation faisant état de ce que certaines malversations auraient été détectées dans ce milieu. La douane réagit d'ailleurs face à ce qu'elle qualifie de cabale contre l'administration douanière. C'est bizarre que 5 à 6 organes, dans la même journée, ont commenté les mêmes événements, dans les mêmes thèmes, dans les mêmes écritures. Vous voyez, cela dénote de ce que quelqu'un a intérêt à ce qu'on plonge la douane dans du noir. On a certainement pris des dispositions pour que certaines presses disent des choses. C'est une situation qui n'est pas sans conséquences sur les recettes douanières. Quand nous étions en train de vendre notre port, les intéressés lisaient sur leur portable qu'il y a un vaste réseau de fraude, il y a un vaste je ne sais plus quoi. On a dit tellement de choses qu'on a internationalisé cette information qui, du reste, n'est pas vraie. Autre événement qui défraie aujourd'hui la chronique au niveau de la douane, c'est l'arrestation par la gendarmerie d'un individu qui s'improvise douanier et opère comme tel. Un individu se serait déguisé en douanier pour attraper les usagers qui transportent la bière Goldberg. Il se fait passer pour un douanier dans un cas. Dans un autre cas, il les rançonne en disant « si vous ne me donnez pas quelque chose, je vais vous signaler au douanier ». Il pourchassait donc cette bière-là qui aurait été importée illégalement. Parce que justement, depuis quelque temps, il y a eu tout un amalgame sur l'importation de cette bière-là. Comme tous les autres produits de la brasserie, elle est accessible au marché béninois. Mais les conditions sont telles que c'est une bière qui est importée frauduleusement. Ce n'est pas un individu tout à fait inconnu de la sphère des douaniers, mais il n'est pas douanier. La douane doit redoubler de vigilance pour éviter que ces brebis galeuses s'introduisent dans ses rangs afin de ne pas ternir son image. Volet sécurité à présent, 8e conférence de presse sur la vulgarisation des résultats des investigations du journal catholique La Croix en partenariat avec l'ONG Osiwa. Eh bien, c'est le thème de l'insécurité au Bénin qui était à l'ordre du jour avec comme constat le gouvernement serait impuissant et les populations désemparées. C'était hier à l'église Saint-Michel de Cotonou. On écoute quelques extraits de cette conférence de presse recueillie par Clotaire Arikou. Dévalise en plein jour en tirant à bout portant sur les paisibles populations, en tuant et quelquefois en abattant froidement même ceux-là qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens, je veux dire les agents de sécurité eux-mêmes. Si quelquefois les présumés auteurs sont arrêtés par des agents de sécurité à la grande joie et à la satisfaction des populations qui saluent la bravoure des artisans de ces exploits, la plupart du temps, ce sont les présumés braqueurs qui dictent leurs lois dans les grandes villes, laissant pantois et craintif tout le monde. Le comble, je dis bien le comble, c'est de voir même certains policiers ou gendarmes prendre la clé des champs devant la barbarie de ces hors-la-loi. Ce qui autorise certains citoyens à se demander comment sommes-nous protégés, comment sommes-nous sécurisés, d'où l'intitulé de notre premier article « Montée de l'insécurité au Bénin, l'impuissance du gouvernement effraie les citoyens. » Le ver est dans le fruit. C'est à toute l'organisation du système sécuritaire béninois à travers ses agents, ses responsables et ses structures qu'il faut s'attaquer par des mesures hardies et efficaces. Fatiguée d'être toujours la victime ou la proie facile, la population a fini par trouver une solution qui lui est propre mais humainement et légalement cruelle. Face au cas de vol, elle défie désormais la justice en appliquant la loi du feu. C'est la conséquence
selon eux, de la nonchalance des forces de sécurité publique et de la justice. Et puis c'est officiel, les universités du Bénin ouvrent leurs portes. La cérémonie de rentrée académique 2016-2017 s'est déroulée ce vendredi à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno du campus université d'Abomey-Calavi autour du thème enseignement supérieur entre réformes et défis, des précisions avec Robert Adé. Cette procession des enseignants du supérieur marque la rentrée officielle des universités du Bénin. L'année académique 2016-2017 s'ouvre sur fond de malaise. Le plus grand prix à payer à nos yeux pour garantir la qualité de ces universités, c'est d'abord et avant toute chose le recrutement massif d'enseignants, puis la création de laboratoires et de salles de cours. Quant au décret pris en Conseil des ministres le 5 octobre dernier, il ne s'agit pas d'un gouvernement ou d'une personne. Il s'agit d'un système que nous sommes prêts à combattre avec toutes nos sueurs et nos sangs pour le bien de toute notre société. Là où la liberté est supprimée, la médiocrité s'installe en corrélation avec la dictature. Nous recommandons au gouvernement d'accélérer les procédures pour prendre très tôt et très vite les arrêtés d'application de ces décrets de concert avec tous les acteurs de la vie universitaire. Les crises dans les universités publiques du Bénin remontent à 2014. Depuis, elles ne cessent de compromettre la qualité des enseignements. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi appelle les étudiants et le corps enseignant au dialogue et au travail. Nous devons faire en sorte que cette maison soit toujours accueillante. Que l'enseignant qui vient pour donner ses enseignements ne se pose pas la question de savoir est-ce que j'irai trouver des portails bloqués, cadenassés? Est-ce que ma salle va être remplie encore de merde et ainsi de suite? Il faut que chacun soit fier, soit heureux, se dise, mais tiens, j'irai au travail. Sur ce, mesdames, messieurs, je peux vous souhaiter une bonne rentrée académique apaisée. Pour cette rentrée solennelle, les invités ont eu droit à une conférence inaugurale du professeur Fulbert Amosouga Géraud intitulée « Enseignement supérieur entre réformes et défis ». Et puis les étudiants de l'université polytechnique Obiang-Nguema Mbasogo sont en phase de révolution technologique. Et bien les étudiants ont reçu des ordinateurs pour cette rentrée académique. L'objectif, favoriser le bon suivi des cours en ligne pour ces apprenants. Brice Chibozo et Cécile Rondé nous en disent un peu plus. L'opération Chaque étudiant un ordinateur de l'université Obiang-Nguema Mbasogo prend ainsi effet. C'est un ordinateur de haute qualité avec l'accès à Internet de haut débit qu'on vous a fourni. Donc, à partir de cet ordinateur, vous allez bien sûr vous connecter et apprendre. James Mbonou, étudiant dans cette université, attendait cette occasion depuis 3 ans. Il voit enfin son rêve se concrétiser. Je ne peux qu'être content, puisque c'est un projet qui date depuis 3 ans. Il y a certains professeurs qui nous donnent des supports numériques. Donc on est obligé d'avoir un ordinateur. Donc j'allais chez les amis, j'essaie de faire avec. Mais bon, aujourd'hui j'ai mon ordinateur, ça me fait beaucoup plaisir. Donc je ne vais plus prendre tout ce temps, je ne vais plus me tracasser autant. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Je suis très contente d'avoir reçu cet ordinateur aujourd'hui. Ça me permettra de pouvoir suivre les cours cette année comme je le voulais. Quand on n'a pas d'ordinateur, c'est qu'on a des difficultés. On en a beaucoup parce que pour suivre les cours, pour faire la saisie, tout ça, là, ça pose problème. Et quand on a l'ordinateur, tu n'as pas besoin d'avoir le cours sur papier avant de l'apprendre. Tu peux apprendre le cours à tout moment. Mais si c'est sur papier, il faut aller photocopier, il faut aller chercher des collègues d'abord avant de t'en approprier. Et puis, on a fait une révolution. Depuis plus de 25 ans, l'Université polytechnique internationale Obiang-Nguema Mbasogo forme des cadres au Bénin. Son rêve à l'aide des nouvelles technologies, devenir une université numérique.
La faculté des sciences de la santé et le programme national de lutte contre le sida organisent depuis lundi dernier à Cotonou une formation des praticiens de la santé sur la prise en charge globale des personnes vivantes avec le VIH-sida. Hier, les participants ont suivi une communication sur les défis pour la mise en œuvre des recommandations de l'OMS. Les précisions de Robert D. 90% de personnes dépistées, 90% de malades traités et 90% de guéris. C'est ce qu'il faut retenir des nouvelles recommandations de l'OMS pour cette année 2016. Cette conférence débat sur les défis pour leur mise en œuvre est d'une grande importance. Si on dépiste tôt, on va pouvoir traiter tôt. La plupart des pays africains, y compris le Bénin, se sont engagés dans cette approche. Mais la conférence que j'ai prononcée aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'avant de s'engager dans cette approche de traiter tout le monde, il y a quand même des balises qu'il faut mettre en place. Ça se prépare. L'OMS fait des recommandations qui sont faites pour être adoptées et adaptées par les pays. Ce n'est pas une dictature. Ces participants, pour la plupart des médecins, pharmaciens et paramédicaux, renforcent depuis lundi leur capacité sur la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour que les pays s'engagent dans cette direction, il faut déterminer une feuille de route. Et pour faire la feuille de route, l'ONU-SIDA est là, le PNLS, les acteurs, ils doivent réfléchir. Comment nous faisons pour que le pays puisse faire dépister 90% de sa population? Comment nous faisons pour que ceux qui vont être dépistés soient traités? Ça nécessite une réflexion. Voilà, donc c'est les défis que lui, il nous a apporter sa réflexion. Ça permet à chacun de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et le PNLS, l'ONU-SIDA, les acteurs, ils sont là au moment donc d'élaborer la feuille de route du pays. Eh bien, ces réflexions pourront être prises en compte. Au Bénin, plus de 33 000 personnes sont infectées par le virus du sida. Cette formation annuelle des professionnels de la santé va durer 4 semaines. Elle porte sur une 50aine de cours théoriques, de tables rondes, de conférences débats et de travaux dirigés. Et puis la communauté indienne au Bénin s'est préoccupée des souffrances des malades du centre hospitalier de la mère et de l'enfant, Lagune. Alors elle vient d'offrir un tricycle au centre à cet effet. La remise officielle a eu lieu hier au CHUML en présence du préfet du littoral. Eloge Kiki et Jean-Claude James. Ce tricycle pourra désormais transporter les patients du carrefour Fiteb pour le CHUML sans être interpellé par les forces de l'ordre. C'est un don de la communauté indienne au Bénin pour soulager les peines des malades depuis que les 2 roues ne sont plus autorisées à circuler dans la zone commerciale de Cotonou. Merci à notre généreux donateur qui a quand même écouté notre cri d'alarme. J'espère que d'autres mesures d'accompagnement viendront. Malgré ce geste, le personnel du CHUML est toujours mécontent. Nous profitons de cette descente pour vous dire que le personnel de l'OMEL, depuis un certain temps, s'est senti maltraité. Nous faisons des gardes denses. Nous descendons fatigués. Nous devons traîner nos motos d'ici jusqu'au feu Vogue avant de rentrer. Pour arriver à l'OMEL, nous marchons avec nos motos sous la pluie. La clientèle a diminué complètement. Monsieur le préfet, prenez des mesures exceptionnelles à notre endroit. Nous avons 2 catégories de personnes qui souffrent de la mesure. Et à vous, en tant que personnel de l'OMEL, et il y a les malades, les patients. Nous avons voulu commencer par les patients. Ça veut dire qu'on viendra à vous. Le problème s'est posé aussi au niveau du lycée Koulibaly. Pour les professeurs, avec le personnel de l'OMEL, on pourra étudier comment on peut trouver une solution palliative. Mais au-delà de toute mesure qu'on pourrait trouver, je voudrais que vous compreniez que c'est une question de patriotisme. Il y a forcément des gens qui donnent leur peau pour la patrie. Comme la communauté indienne au Bénin, d'autres bonnes volontés sont attendues pour le même élan de générosité.
Et puis l'ambassadeur du Japon au Bénin est en fin de mission. Il fait ses adieux aux institutions de la République. Il remercie le peuple béninois pour l'accueil et l'hospitalité dont il a bénéficié pendant son séjour. Suivez le condensé de sa visite à la Cour constitutionnelle et à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin avec Cécile Rondé. Cette audience s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie et de revoir après 4 ans passés au Bénin. Le diplomate japonais et le représentant du président de la Cour constitutionnelle ont fait le point de la coopération entre les deux institutions. Avant mon départ, je souhaitais présenter mes sincères remerciements au président de la Cour constitutionnelle pour leurs amitiés et la bienveillance qu'il m'a accordée pendant mon séjour au Bénin. Et puis à travers lui, je souhaiterais présenter également mes sentiments de gratitude envers les autorités du Bénin, ainsi que à tout le peuple béninois. La dernière processus électoral était un grand succès et ça s'est déroulé d'une manière satisfaisante. Je crois que c'est la première dans le continent africain. Ce mercredi après-midi, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a reçu en audience le diplomate japonais. Nous avons passé ce temps à travailler, à élever davantage les relations entre le Bénin et le Japon. Ce qui nous a permis d'ailleurs de signer pour une première fois avec un pays africain une convention avec la Chambre de commerce du Japon et la Chambre de commerce du Bénin. Il nous reste maintenant à capitaliser justement cette convention et drainer beaucoup plus les gens d'affaires du Japon vers le Bénin. Et c'est à se savoir comment est-ce que nous pouvons tirer les leçons de la qualité de l'économie du Japon. Tirer le son du savoir-faire du Japon et nous avons pu échanger, trouver quelques pistes en termes de projection. Et c'est avec grande émotion que nous nous sommes serrés la main pour nous dire au revoir. Non pas adieu, mais au revoir parce que nous avons vocation à nous revoir sur d'autres forats, sinon au Japon, en Afrique et dans le monde. Maintenant, nous allons mettre le cap sur Porte-Nouveau pour y découvrir le Panthéon, une pièce rare et précieuse pour le continent africain. Et c'est bien Emilienne Fayomi qui nous y amène par le biais de Madame Mirabel Godonou. On va suivre donc cette découverte du Panthéon de Porte-Nouveau. Ça représente l'Afrique, amputée de ses redoutables membres, mais dont l'enracinement solide à son sol, fécondé par les lames chaudes et le sang de ses martyrs, font naître d'autres espérances, des véritables bourgeons frais déterminés à lutter pour la souveraineté. Voilà un peu ce que c'est que le Panthéon. Donc lorsqu'on vient au Panthéon, on se dit que tous ceux qui sont là à l'intérieur, ce sont tous ceux qui sont déjà morts, mais qui ont laissé une empreinte pour qu'on puisse se rappeler d'eux et il y a ceux qui se sont battus, il y a ceux qui se sont révoltés. Donc il y a tout un lot de personnalités qu'on voit du Bénin jusqu'en Afrique du Sud. Et La Voix du Dahomey, c'est le premier journal colonial et ça a eu à créer de petits ennuis parce que l'année dans laquelle La Voix du Dahomey est sortie, on n'était pas encore indépendant. Ce qui fait qu'il y avait certaines choses qui ne devaient pas encore être dites en ces moments-là. Donc le lot de personnes qui se sont levées pour faire sortir ce journal-là, pour dire non aux colonisateurs, nous ne voulons plus être dominés. Ça n'a pas été vraiment facile pour eux. Ils ont été envoyés devant la justice. Il y a beaucoup de personnes qui ont fini en prison, d'autres ont été assassinés. Il y a eu beaucoup de violence autour de ce journal-là. Mais dans ce journal, nous avons ce que pensaient vraiment ces personnes-là envers nos colonisateurs. Non, nous ne voulons plus souffrir. Non, nous pouvons nous gérer. Donc c'était comme une demande d'indépendance déjà à ce moment-là, mais ce qui n'avait pas été vraiment joli parce que là, ça ne les a pas arrangés. Et puis sport maintenant, une vingtaine d'athlètes pratiquants de karaté-do, de basketball et d'athlétisme ont rendu visite hier au ministre des Sports, Valdo Meki. Alors, ils ont présenté leurs médailles et exposé le problème à l'autorité. Et voici le point de cette rencontre avec Presti Bozo et Uxi Suzuno.
La détentrice du record du Bénin du 800 mètres, Noélie Yarigo, a rencontré le ministre des Sports. Au menu des échanges, son avenir sportif. J'ai profité de l'occasion pour lui soumettre mes problèmes, pour me soutenir jusqu'au bout. Oswald Omeki rassure la spécialiste du 2 tours de piste. La féliciter une fois encore de cette performance qui, quoi qu'on dise, est inédite dans notre pays. Et je l'ai écoutée sur un certain nombre de projets qu'elle a et j'ai pris l'engagement au nom du gouvernement de l'accompagner afin que ce que nous avons raté de justesse à Rio, nous puissions le réaliser à Tokyo dans 4 ans. Emploi du temps très chargé ce jeudi pour le patron des sports. Les pratiquants de karaté-do et de baseball sont venus lui présenter leur prologue. Monsieur le ministre de nous aider à nous fournir des équipements et on a aussi besoin d'un terrain de baseball parce qu'on n'en a pas. Et ces enfants ont valablement, je vous jure, ils ont valablement représenté le Bénin, ils ont très bien joué. J'ai été vraiment satisfait de leurs prestations là-bas. Le Bénin entre aux Jeux Olympiques et je pense que les Jeux Olympiques, ça se prépare dès maintenant. Mes coéquipiers et moi, tout le staff de la fédération, nous nous y mettons et je demande au ministre de bien vouloir nous accompagner sur cet événement afin que, pourquoi pas, le karaté soit la première discipline qui ramène une médaille olympique au Bénin. On l'avait déjà fait en 2002, qu'ils vous souviennent. Et cette fois-ci, nous aimerions bien que ce soit des gens entraînés au Bénin, qui mangent au Bénin, qui rapportent, n'est-ce pas, la médaille d'or et pourquoi pas la médaille olympique. Imiter le franco-béninois Damien Dovy, champion du monde en 1994 avec la France et en 2002 avec le Bénin. Et puis avant de nous séparer, cette nouvelle triste, l'ORTB est en deuil. La mort encore frappée hier dans le rang du personnel dit de l'ombre. Bertrand Alognon, opérateur de prise de vue en service à la division reportage, a tiré sa révérence des suites d'une courte maladie. En attendant les hommages bien mérités, la rédaction du journal télévisé et tout le personnel présente ici leurs sincères condoléances à la famille de notre collègue. Avant de nous séparer, les informations sur les programmes de ce soir. Juste après moi, vous suivrez le magazine Sans commentaire, le jeu Arène des champions et 2 feuilletons, les choix d'amour et Windeck. Et puis le JT Soir, ce sera autour de 23h avec Aurélie Sauton. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et à demain.